Mesdames, Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, chers amis du Palais littéraire et musical, merci d'être venus et surtout la curiosité que vous manifestez à l'égard de Ganelon est évidemment stimulée par la qualité des intervenants. Monsieur Michel Zinc, maître Michel Zinc, dont vous connaissez évidemment tous le parcours, normale supérieure, agrégation, professeur au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Institut des Arts et Belles-Lettres, membre de l'Académie française, bref, tous les attributs de l'immortel. Et avec une santé intellectuelle extraordinaire, puisque je ne citerai pas les dizaines de livres qu'il a écrits, et puis ceux auxquels il a contribué, et qui sont remarquables, puisque c'est un médiéviste éminent qui a passé un temps extraordinairement fécond à explorer les langues, la langue française, mais des langues vernaculaires issues à partir de l'Empire romain, de ce qui était à la fois l'héritage de l'Empire et ce qui était la quintessence des civilisations gauloises ou assimilées. Bref, je n'en dis pas plus, et vous pouvez vous renseigner, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur Internet, où vous aurez beaucoup plus de détails importants que ceux que je vous donne. Grégoire Étrillard, qui est en quelque sorte mon arrière-petit-fils, puisque dans l'ordre de la conférence du stage, il s'appelait comme ça à l'époque, il a été premier secrétaire et brillant avocat pénaliste, réputé à la fois pour sa compétence, pour l'élégance de sa langue et la pugnacité de sa défense institutionnelle pour les plus faibles, pour les proscrits, pour les condamnés, pour les soupçonnés, bref, un avocat. Et ils vont nous parler de Ganelon. Ganelon, on en sait tous quelque chose grâce à Victor Hugo. Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, revient d'Espagne. Il a le cœur triste, il s'écrie « Roncevaux, Roncevaux, ô traître Ganelon, car son neveu Roland est mort dans le Vallon. » Bref, je ne vais pas plus loin, mais on a lu ça dans la gare des Bichards, et si on était un élève un peu studieux, on l'a retenu. Mais on n'a retenu que ça. Et donc je laisse maintenant la parole à nos orateurs qui vont nous dire qui était vraiment Ganelon, si c'était ou non un traître, s'il a été bien jugé, ou si au contraire, l'histoire s'est trompée, Victor Hugo compris. À vous. Merci, Christophe Bournazel est toujours aussi juste, particulièrement quand il me fait des compliments. Un moment magnifique. Et je voudrais ouvrir ce moment de réflexion par celui qui nous rassemble, c'est-à-dire le poème lui-même, et qui commence ainsi. Je ne le lirai pas en ancien français, non pas que j'en ai pas le plaisir, j'aime l'ancien français, et je fais sans doute des contresens en les lisant, mais je le trouve absolument magnifique, et je vous invite à le lire, mais parce que j'ai à côté de moi un spécialiste, un grand poète aussi dans son approche, et que je ferai des erreurs, évidemment, de versification qui me seraient reprochées. Donc je vais vous lire... Le copiste aussi. Le copiste aussi, me dit-il. Je vais vous lire en français contemporain la traduction dans une édition qui ne peut qu'être bonne puisqu'elle a été dirigée par le professeur Michel Zinc qui est à côté de moi. Donc c'est de grande qualité. Première laisse. Charles le roi, le grand, notre empereur, 7 ans entiers est resté en Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis les terres hautes. Aucun château devant lui ne résiste. Il n'est ni mur ni cité qui reste à forcer, sauf Saragosse, qui est sur une montagne. Le roi Marsile la tient, qui n'aime pas Dieu, c'est Mahomet qu'il sert, Apollyon qu'il invoque. Il n'en peut messe, le malheur le frappera. Professeur, expliquez-nous, quel est l'événement qui est à l'origine de la chanson de Roland? Voilà, comme toutes ces chansons de geste, et celle-là la plus ancienne, eh bien, il y a dans ces vieux poèmes un souvenir d'événements, mais
encore plus vieux. Les poèmes, celui-là le plus ancien est de la fin du XIe siècle. Le genre se développe au XIIe, XIIIe siècle, surtout XIIe, mais se rapporte à des événements de l'époque carolingienne. Bon. Alors là, de quoi s'agit-il ? Effectivement, il s'est passé quelque chose en 778, sous le règne de Charlemagne. Si on se reporte aux annales, Charlemagne faisait rédiger des annales de son règne, c'est-à-dire une sorte de journal annuel des événements de l'année. Si on regarde à 778, on voit que l'émir de Saragosse l'a appelé à l'aide parce qu'il était en conflit avec son suzerain qui était le roi omeyyade de Cordoue. Charlemagne y est allé. Quand il est arrivé, les deux, l'émir de Saragosse et le calife de Cordoue, s'étaient réconciliés. Bon, il n'avait plus rien à faire, mais il a pillé, enfin bon, il a fait ce qu'il a pu, et il est rentré. Et les annales racontent cette expédition en disant que bon, ça a été un grand succès, très bien. Pas un mot. Bon. Mais il y a une deuxième rédaction quelques années plus tard. Et là, on dit oui, alors c'est la même chose, mais on dit au retour, il a dû éprouver un peu la perfidie des Basques, les paysans du coin qui ont attaqué les bagages et qui ont pillé. Bon. Et puis quelques années passent, puis on se met à parler de ce combat et on s'aperçoit peu à peu que c'était quelque chose d'important. Un chroniqueur connu sous le nom d'astronome limousin dit oui, il y a eu toujours les Basques, les bagages, etc. Mais dit ah oui, il y a eu une bataille, il y a eu de nombreux morts, mais comme leurs noms sont bien connus, je me dispense de les citer. Bon, puis vient Éginard, très proche de Charlemagne, qui 15 ans après sa mort écrit une Vita Caroli, et qui fait référence, où il embellit un peu pour Charlemagne. Mais comme là, c'est quelque chose de désagréable, on peut un peu lui faire confiance. Lui, c'est toujours les Basques qui ont attaqué les bagages, etc. Mais il dit qu'il y a eu des personnages importants qui ont été tués. Il y a eu le sénéchal Egihard, il y a eu Anselme, comte du Palais, et Roland, duc de la Marche de Bretagne. Bon. Egihard et Anselme, on les connaît d'autre part, ils ont existé, on sait très bien qui c'est. Roland, on ne sait pas. On a bien Roland quelque part, mais les dates correspondent pas, rien ne correspond, on ne sait pas si Roland, lui, a existé. Les deux autres, oui, c'est même par l'épitaphe d'Egihard qu'on sait la date de la bataille, 15 août 778. Bon. Et puis là-dessus, on n'en parle plus de cette histoire. Et 3 siècles après, apparaît ce poème de 4000 vers, cette chanson de Roland, et que s'est-il passé entre-temps ? Est-ce qu'on peut faire parler le silence des siècles, comme disait Joseph Bédier, qui avait idéologiquement intérêt à ce qu'il ait tout tiré de son génie. Enfin bon. Et donc, voilà, ça, c'est l'événement et le mystère relatif de ces 3 siècles. Alors, comment passe-t-on... Je suis trop long. Non, vous êtes pas trop long. Comment passe-t-on de cet événement à la chanson de geste? Eh bien voilà, alors le mystère est là, et certes, alors comment sont formées ces chansons de geste? Une théorie de mon illustre prédécesseur Gaston Paris, qui était avant moi professeur au Collège de France, était même administrateur de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et ensuite de l'Académie française. Gaston Paris disait, après la bataille, les vieux soldats rentraient chez eux, etc. Bon, et les soldats de l'armée de Charlemagne ont composé des chansons, des cantilènes, cantilena, en latin désignait une chanson populaire ensemble. Et puis comme ça, le souvenir s'est maintenu. On a rassemblé ces cantilènes et ça a fini par donner de longs poèmes narratifs. Dire que c'était l'époque où on pensait, on voyait les distorsions et de langue dans les poèmes homériques, et on pensait que c'était aussi qu'ils étaient faits de bouts de courts poèmes. Donc c'était fondé là-dessus. À l'opposé, le disciple de Gaston et successeur de Gaston Paris, Joseph Bédier, qui a fait une magnifique édition de la chanson de Roland, une très belle traduction, Bédier disait non, il ne s'est rien passé
entre le 778 et un peu avant 1100, la chanson de Roland d'Oxford, en dialecte anglo-normand, conservée donc dans un manuscrit de la Bodleienne d'Oxford. Il ne s'est rien passé, mais à ce moment-là, les clercs ou les moines, surtout des grands monastères sur les routes de pèlerinage, ont demandé à des clercs savants, à partir des sources latines, de composer des poèmes qui feraient de la publicité pour ces pèlerinages. Et il a fait toute une théorie là-dessus, dans 4 volumes sur les légendes épiques, qui commence par cette phrase magnifique. Il écrivait très bien. Au début était la route constellée de sanctuaires. Au commencement était la route jalonnée de sanctuaires. Bon, voilà. Alors, le truc ne tient pas. Ce qui est les cantilènes, personne n'a jamais vu de cantilène. Ce n'est pas comme ça exactement que ça s'est passé. Qu'il y ait eu une tradition poétique antérieure à la chanson de Roland, c'est probable. Et nous en avons des indices. Nous avons un texte latin, au moins un siècle avant, qui la résume pratiquement. Nous avons le fait que pendant tout le XIe siècle, donc en commençant presque un siècle avant, sur tout l'espace de la France actuelle, pratiquement en Languedoc comme en Languedoc, on a des couples dans des familles nobles dont on a les archives. Il y a des couples de frères qui s'appellent Olivier et Roland, par hasard. D'autant plus que Roland était un nom usuel, si on peut dire, mais Olivier, non. Il n'y a pas d'Olivier avant le personnage de la chanson de Roland. Bon. Donc ça existait. Et toujours dans le même ordre. C'est que c'est tout comment ? Et toujours dans le même ordre, je crois. Et oui, les frères sont là, voilà, sont toujours dans le même ordre, c'est toujours Olivier l'aîné, c'est ça qui est bizarre. À partir de la chanson, on a un fils qui s'appelle Roland, bon, très bien, puis on en a un autre, on dit tiens, on va l'appeler Olivier, ça fera la paire. Hein. Non, c'est le contraire, donc c'est un de ces petits mystères. Alors la chanson de Roland, donc c'est un poème de 4000 vers, ces chansons de gestes sont chantées, ou plutôt psalmodiées, sont des poèmes en décasyllabe, à césure non pas 5-5, mais césure mineure, 4-6, comme la chanson de Roland, ou 6-4, ce qui crée une sorte à la fois de rythme très fort et un rythme un peu claudiquant qui retient l'oreille. Ça avait quelque chose d'hypnotique. Pas de refrain, mais des vers, formules qui reviennent de temps en temps. Un style raide, c'est-à-dire que... on n'attend pas tant de subtilité que celle qu'on va trouver, parce que la phrase est généralement coulée dans les 10 syllabes du décasyllabe, peu de subordination, beaucoup de paradoxes, de parataxes. Mon déclin cognitif est rapide et ma langue fourche fréquemment. Et on a l'impression, d'abord en lisant, que c'est quelque chose de très rustique. Et nous allons voir que le personnage de Ganelon, ce prototype du traître, eh bien, est un personnage très complexe. Alors là, moi je n'y connais rien. Là, ce qui est intéressant et nouveau, c'est mon voisin qui le dira, n'est-ce pas ? Bon, ce que tout le monde sait. Et je crois savoir que dans un procès, il y a d'abord un interrogatoire de personnalité, on se renseigne. Bon. Eh bien, si on lit la chanson, c'est ce qu'on voit d'abord. On découvre qui est Roland, qui est Ganelon, et aussi Roland. Justement, précisément, avant de passer en effet au procès, d'abord, pouvez-vous nous présenter Ganelon et présenter plutôt ce que la chanson nous fait connaître de Ganelon et de sa traîtrise ou de son absence de trahison. Voilà. Alors, il se passe... Donc, au début, la chanson commence. Vous avez entendu la première laisse. Ensuite, on se transporte à la cour de Marsile. Marsile est inquiet parce que Charlemagne va mettre le siège devant Saragosse. Et son sage conseiller, Blancandrin, lui dit, écoutez, faites semblant de céder sur tout. Faites des grands cadeaux à Charles. Vous lui promettez de vous faire que vous ferez chrétien et que vous vous rendrez à je ne sais quelle fête à Aix-la-Chapelle pour vous faire baptiser. Et comme garantie, donnez-lui des otages. Je donnerai mon propre fils.
Et Charles repartira, il rentrera chez lui, vous ne viendrez jamais, il tuera les otages, oui, mais enfin ça vaut le coup pour être débarrassé de lui. Bon. Et donc, Blanc-Vendrin vient en ambassade devant Charlemagne et fait ses propositions mirifiques, comme dirait mon ami Antoine Compagnon, sur son livre qui attend de succès, là, à Charlemagne. Et Charlemagne réunit son conseil. Et là, je me permets, de vous dire ce qu'il y a dans une succession de laisses très rapides, très courtes, avec des dialogues très virulents et très envoyés, presque des stichomitis, et les caractères de Ganelon et de Roland se précisent. Donc Charlemagne réunit ses barons, il expose les conditions très favorables de Marsil, en quelques mots, dernier vers de la laisse, Dien Français, il nous y convient garde. Les Français disent, il faut se méfier. Bon, non, ça n'a pas de soi. Immédiatement, Roland bondit et il s'oppose violemment à tout accord avec Marsil en rappelant comment Marsil a déjà fait des propositions de paix et après cela, par traîtrise, il a tué les 2 ambassadeurs que lui envoyait Charlemagne, les 2 frères Basile et Bazan, et il dit à l'empereur, bon, il faut aller mettre le siège devant Saragosse, c'est tout. Ganelon se lève à son tour, il s'oppose violemment à l'avis de Roland et il conseille d'accepter les offres de Marsil. Et le duc Nem, le vieux duc Nem, le sage conseiller de Charlemagne, se range à l'avis de Ganelon. Puis il se propose lui-même comme ambassadeur et Charlemagne dit qu'il ne veut pas que son vieux conseiller s'éloigne de lui. Et il demande à nouveau qui sera l'ambassadeur. Roland se propose. Olivier s'avance et dit non, pas question, vous êtes trop violent, trop impétueux, vous n'êtes pas un négociateur, c'est pas possible, vous vous ferez tuer, j'irai moi. Et Charlemagne les récuse tous les deux, il dit malheur à qui désignera un des 12 pairs. Dernier vers de la laisse, Français se taisent, hâtez-vous accusés. Ils se tiennent quoi? Non, on ne sait pas. L'archevêque Turpin se propose à son tour, il est récusé aussi, et Charlemagne redemande de désigner un ambassadeur. Sodist Roland, soert gestes mis parastres. Roland dit, ce sera Ganelon, mon parâtre. Et les Français, bon public, approuvent ce choix. Ganelon, à ce moment-là, se lève et le poème décrit, il est beau, et c'est un bon chevalier. Le poète décrit sa beauté. Roland dit, ce sera Ganelon mon parâtre. Les Français disent, ah oui, il peut bien le faire. Si vous le laissez, vous n'en trouverez pas de plus sage. Et le comte Ganelon eut la gorge saisie. De son cou, il arrache les grandes peaux de martre. Il reste dans son bliot de soie. Et ses yeux étaient brillants, son visage farouche. Il est si beau que tous le contemplent. Voilà la première image qu'on a de Ganelon. Et il est en fureur. Il dit à Roland, fou, pourquoi cette rage en toi? On le sait bien que je suis ton parâtre, ton beau-père. Et il le menace, il dit, si Dieu m'accorde de revenir vivant de l'ambassade de chez Marsil, je lui ferai à Roland tout le mal que je pourrai pour le restant de ses jours. Et Roland répond par le mépris, il dit, si vous voulez, de nouveau, j'irai moi, n'est-ce pas? Et évidemment, il sait que Charles ne veut pas. Ganelon dit qu'il ira auprès de Marsil, puisque Charles commande que je fasse son service, or Charles n'a rien dit du tout, et il réitère ses menaces à l'égard de Roland. Fin de la laisse, quand Roland l'entend, il se met à rire. Donc, fureur accrue de Ganelon devant le rire de Roland, il lui dit qu'il ne l'aime pas d'avoir fait tomber sur lui ce jugement injuste. Et puis, il se tourne vers l'empereur et dit qu'il est prêt à obéir à son ordre, à aller à Saragosse, et au cas où il ne reviendrait pas, il lui confie sa femme, qui est la sœur de Charlemagne, et le fils qu'il a eu d'elle, son héritier, qu'il place sous sa garde, en sachant qu'il ne les verra pas. 2 derniers vers de la laisse,
Carles répond, trop avec tendre cœur, puisqu'elle commande, allez vous en estouette. Charles répond, vous avez le cœur trop tendre, puisque je le commande, il faut y aller. Et Charles lui dit de s'avancer pour recevoir le bâton et le gant, signe de l'ambassadeur. Ganelon renouvelle ses menaces contre Roland qui a tout fait. Il dit, je ne l'aimerai jamais, ni Olivier parce qu'il est son compagnon, ni les 12 pères parce qu'il l'aime tant. Et je les défie, sire, sous vos yeux. Donc, il n'est pas dissimulé. Le roi lui reproche son humeur, réitère son ordre, et Ganelon dit, j'irai, mais sans autre protection que Basile et Bazan. Charles lui remet le bâton et le gant, il laisse tomber le gant, ce qui est un mauvais présage, et il lui remet aussi la lettre qu'il doit remettre de sa part à Marsil, et il le bénit. Et alors, Ganelon s'en va. Et alors, vous voyez, les termes de la question. Ganelon est un beau chevalier admiré par tous. C'est un personnage considérable. C'est le beau-frère de l'empereur, marié à sa sœur, beau-père du jeune Roland. En demandant qu'on lui propose un ambassadeur, Charlemagne se range implicitement à son avis de négocier avec Marsil et contre l'avis de Roland. C'est Roland qui est désavoué. Il le charge d'une mission de confiance de la plus haute importance. Mais là encore, il semble ne faire que se ranger à l'avis des Français qui, eux, ont la plus haute idée de Ganelon. Et on remarque que Charlemagne s'est tu pendant la querelle pour faire ensuite comme si sa décision était prise depuis le début. Quand il prend la parole, bien évidemment, vous êtes désigné. Or, cette décision consiste à inviter Ganelon à risquer sa vie sans rechigner, alors qu'il est hors de question de mettre en péril Roland, les 12 pères, conseillers les plus proches, Clément et Turpin, avec, pour raison explicite, il le dit comme ça, je ne veux pas les mettre en danger parce qu'ils me sont trop chers. Ce qui n'est pas gentil pour Ganelon. Donc, Ganelon, désigné pour une mission flatteuse, s'entend donc dire que sa survie importe peu. Et il est d'autant plus humilié que Roland a répondu à sa colère et à ses insultes par le mépris et par un rire insultant. Et lui, Ganelon, a conclu en disant ouvertement qu'il n'aime ni Roland ni les pères, qu'il tirera d'eux vengeance. Tout le monde l'a entendu et on a pris Charlemagne à témoin. Personne ne pourra dire qu'il les a pris par traîtrise, ni qu'il n'a pas été provoqué. Et alors, ensuite, Ganelon va voir Marsil. En chemin, Blancandrin, habile, l'amène à dire du mal de Roland. Devant Marsil, Ganelon se conduit avec courage. Il défend la position de Charlemagne et Marsil tire son épée pour le tuer. Et commence à tirer son épée, il est réellement en danger. Et Blancandrin, habilement, remet la conversation sur Roland. Et à ce moment-là, Ganelon tombe dans le piège qui est de tendre un piège à Roland. Marsil, à ce moment-là, s'est calmé, dit qu'il est tout prêt à accepter les conditions de Charlemagne, et c'est Ganelon qui lui dit « Mais non, l'empereur continuera la guerre tant que son neveu sera en vie, ainsi qu'Olivier et les 12 pères. » Et donc, il défend l'empereur, c'est bien ce qu'il dira, il défend l'empereur, mais il sacrifie Roland et les autres. Pour faire la paix, et alors il donne ce conseil, il dit pour faire la paix, il faut se débarrasser de Roland. Eh bien, que Marsil promette tout à Charlemagne, Charlemagne repartira pour la France, au passage des Pyrénées, au port de Cise, site de Roncevaux. Roland, accompagné des pères, commandera l'arrière-garde. Ganelon y veillera. Que Marsil attaque avec une armée immense. Il perdra beaucoup d'hommes. Il sera vaincu, cette arrière-garde sera très puissante. Ses pères sont des héros, Roland est formidable. Mais ensuite, qu'il y a une autre armée derrière. Roland n'aura pas appelé à l'aide, il est trop orgueilleux. Et la seconde armée, ce sera trop pour lui. Et comme ça, vous serez débarrassé. Roland et les pères disparus, Charlemagne aura perdu son bras droit, il ne sera plus en état de faire la guerre, il rentrera chez lui. Et dans une laisse qui ne compte que 6 vers, Ganelon jure la trahison sur les reliques contenues dans son épée, qui s'appelle Murgleis. Il jure sur
La trahison me jurerait de Roland, lui dit Marsil. Ganelon répond, sur les reliques de son épée Murgleis, il a juré la trahison et il a commis ainsi son forfait. Ça a été sa forfaiture. Voilà. Et de son côté, Marsil jure sur la loi, sur le livre où est écrit la loi de Mahomet et de Tervagan, puisqu'on croyait curieusement que les musulmans étaient polythéistes, qu'ils avaient trois dieux, Tervagan le plus important, Apollin et Mahomet. Enfin bon. Et voilà. Ganelon, de retour auprès de Charlemagne, dit qu'il s'est bien acquitté de sa mission, et là, il ment. Il dit, Marsil, oui, viendra se faire chrétien, et il a annoncé qu'il allait se faire chrétien, et son armée, du coup, a déserté. Vous n'avez plus à le craindre, il n'a plus d'armée. Et donc, on repasse. Et donc, il peut bien dire qu'il a défendu les intérêts de Charlemagne d'abord, qu'il ne s'en est pris qu'à Roland au père. Mais il a bien dit que si Roland était tué, Charlemagne aurait perdu sa puissance, s'en serait fait de son armée merveilleuse, et quand il se retrouve devant l'empereur, il ment purement et simplement en disant que l'armée de Marsil a déserté. À ce moment-là, bon, ça continue, il passe ça, et on arrive, là j'ai beaucoup plus vite, c'est dit, à la désignation du chef de l'arrière-garde. L'armée se met en route pour repasser les Pyrénées. Tout le monde est très content parce qu'ils en avaient assez d'être depuis 7 ans en Espagne. Ils ont envie de revoir leurs terres et leurs gentilles ouessours. Ouessours, c'est Uxores, les épouses. Leurs terres et leurs nobles épouses. Ah bon. Et puis, voilà qu'on entend sonner le corps de Roland. Charlemagne reconnaît le corps de Roland. Il s'inquiète. Et Ganelon lui dit, oui, c'est Roland, mais vous savez comme il est, hein, il est tout fou, il peut passer la journée à courir après un lièvre en sonnant du corps, lui, etc. Et à ce moment-là, comme dans Vigny, le corps éclate et meurt, renaît et se prolonge, on entend de nouveau le corps, et à ce moment-là, on revient à Roland, c'est ça qui est en train de mourir. Le comte Roland a la bouche sanglante, de son cerveau rompu en est la tempe. Contrairement à tous les autres, il ne meurt pas de ses blessures, mais il se tue lui-même en sonnant du corps. L'olifant sonne à douleur et à peine. Charles Loït et les Français l'entendent. Se dit le roi, ce corps à longue haleine, répond Duquesnem. À la fois je garde le texte et je modernise. Un baron y prend peine, batailla par le mien ainsi entre, à ce que je crois. Adoubez-vous, c'est crier vos enseignes et assembler votre meini gendre, votre noble maison. Il vous a trahi celui qui vous disait qu'il ne se passait rien, c'est-à-dire Ganelon. C'est la dénonciation de Ganelon. Vous entendez bien que Roland se lamente. Bon. Et bon. Mais entre les temps, oui, j'avais senti la désignation du... Oui, je suis allé trop vite. Enfin, je suis trop long. Mais non. Mais si. Et c'est que on arrive, bon, on s'en met, et on organise l'armée, et Roland dit, comme pour l'ambassadeur, qui commandera l'arrière-garde? Et Ganelon reprend les paroles de Roland, dit, ce sera Roland, mon fillastre, mon beau-fils. Et c'est au tour de Roland de se fâcher et de dire, d'insulter Ganelon, d'ailleurs très, de toute façon réellement insultante, et il dit, mais moi, je suis orageux, moi vivant, l'empereur ne perdra rien, pas un cheval, pas un mulet, rien du tout, je défendrai tout de ma vie, je mourrai plutôt. Et Ganelon dit, vous dites la vérité, je le sais bien. Évidemment, il sait la vérité. Tout son plan repose là-dessus, sur le fait que Roland est orgueilleux, fier de son courage, de sa force, qui sera tué sur place plutôt que d'appeler à l'aide. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Toute la trahison de Ganelon repose sur
un pari sur la psychologie de Roland. Roland n'appellera pas au secours et donc il sera tué. Et effectivement, la première armée arrive et Olivier dit à Roland sonner du corps pour appeler l'empereur. Roland dit non, pas du tout, cette armée, j'en fais mon affaire, etc. Et effectivement, ils battent cette armée. Et à ce moment-là, ils découvrent qu'il y en a une autre armée derrière. Ils ne sont plus très nombreux, ils sont épuisés, ils voient bien qu'ils ne tiendront pas le coup. Et Roland dit, oui, maintenant, je vais sonner du corps. Olivier lui dit, mais vous n'avez pas voulu maintenant, et maintenant, si vous sonnez, c'est lâché, l'empereur ne sera pas là. Attends, alors ils se disputent. Olivier lui dit, si vous sonnez du corps maintenant, jamais plus vous ne coucherez dans les bras de ma sœur. Hein, quand même, on n'en avait pas entendu parler, mais enfin bon. Et Roland sonne quand même. L'empereur arrive trop tard pour les sauver, mais non pas pour les venger, puisqu'il bat l'armée de Marsil, il tue, enfin il coupe le poignet de Marsil, qui ensuite n'a plus qu'à aller mourir chez lui, et après il y a une autre armée d'Adlemir Baligon qui arrive, c'est peut-être interpolé, enfin etc. Bon. Mais avant d'aller au secours de Roland, tout de suite, on a livré Ganelon au garçon de cuisine qui l'attache, qui l'insulte, qui lui arrache la barbe et la moustache, et il est traité à ce moment-là comme un traître et comme un coupable. Mais rentré à Aix, il est rentré à Aix, le meilleur siège de France, à ce moment-là, après la mort de la Belle-Aude, il s'agit de juger Roland, et alors là, j'y comprends rien, je laisse le véritable savant s'exprimer. Mais donc, moi j'ai présenté Ganelon, je ne dis pas... non, mais... je dis pas... Charles l'Empereur est revenu à Aix, et le félon Ganelon enchaîné se trouve devant le palais dans la cité. À un poteau, les serfs l'ont attaché, et il lui lie les mains avec des courroies de serre. Avec des triques et des bâtons, ils le battent fort. C'est tout le bien qu'il a mérité. Là, au supplice, il attend son procès. Il est écrit dans l'ancienne geste que Charles mande des hommes de plusieurs terres. À la chapelle, à Aix, ils sont assemblés. C'est un grand jour de fête, une fête solennelle, celle, disent certains, du noble Saint-Sylvestre. Alors commence le procès et l'enquête sur Ganelon qui a commis la trahison. L'empereur l'a fait traîner devant lui. « Seigneur baron, dit le roi Charles, selon le droit, jugez sur le cas de Ganelon. Jusqu'en Espagne, il fut dans l'armée avec moi, il me priva de 20 000 de mes Français, de mon neveu, que vous ne reverrez plus, et d'Olivier le preux et le courtois. Il a trahi les 12 pères pour de l'argent. » Ganelon déclare « Que je sois maudit si je le cache, Roland a fait du tort en argent et en bien, et c'est pourquoi j'ai cherché sa ruine et sa mort, mais je dénie formellement la trahison. » Les Français répondent « Nous en tiendrons conseil. » Quand Ganelon voit commencer son grand procès, il y a 30 de ses parents avec lui. Il en est un qui se fait écouter des autres, c'est Pinabel, du château de Sorens. Il s'exprime bien, il a son franc-parler, et se défend vaillamment par ses armes. Ganelon lui dit « Je me confie à vous, délivrez-moi à présent de la menace de la mort. » Pinabel lui dit « Vous serez sauvé à l'instant. Aucun Français ne vous condamnera à être pendu, sans que, si l'empereur nous fait battre en duel, je lui donne le démenti avec ma lame d'acier. » Le comte Ganelon s'incline à ses pieds. Les Bavarois et les Saxons sont entrés en conseil, et les Poitevins, les Normands, les Français. Il y a là bon nombre d'Allemands et de Tuas. Les gens d'Auvergne sont les plus diplomates. Ils se montrèrent plus prudents à cause de Pinabel. Ils se disaient « Mieux vaut en rester là. Abandonnons le procès et prions le roi de déclarer Ganelon quitte pour cette fois. Que celui-ci le serve désormais en tout amour et toute foi. Roland est mort, vous ne le reverrez plus. Ni pour de l'or, ni pour des biens, on ne le fera revenir. Bien insensé celui qui combattrait pour cela. Il n'est personne qui n'en convienne et ne l'accorde, hormis Thierry, le frère de sire Geoffroy. Ces barons viennent retrouver Charlemagne. Ils disent au roi, « Sire, nous vous prions de déclarer le comte Ganelon quitte, et qu'il vous serve désormais en toute foi et tout amour. Permettez-lui de vivre, car c'est un homme très noble. Même si quelqu'un doit mourir, amende honorable ne sera faite. À aucun prix on ne le fera revenir. » Le roi répond,
ses forfaitures à mon égard. Quand Charles voit que tous lui ont failli, profondément son visage et sa tête s'inclinent. Il souffre tant qu'il se traite de malheureux. Voici surgir devant lui un chevalier, Thierry, frère de Geoffroy, un duc angevin. Il a le corps mince, svelte et élancé, les cheveux noirs, le visage plutôt brun. Il n'est pas grand ni très petit non plus. D'un ton courtois, il a dit à l'empereur, « Beau sire, mon roi, ne vous affligez pas. Vous savez bien que je vous ai longtemps servi. Par mes ancêtres, je suis habilité à juger que Roland eût ou non fait tort à Ganelon. Il aurait dû être protégé par le fait même d'être à votre service. C'est parce qu'il a trahi que Ganelon est félon. C'est envers vous qu'il s'est parjuré et compromis. Je juge pour cela qu'il doit mourir pendu et que son corps doit être mis à mal et détruit comme un félon qui a fait une félonie. Si de par lui, un parent veut m'en donner le démenti avec l'épée que j'ai ceinte ci, je suis tout prêt à appuyer mon jugement. » Les Francs répondent « Vous avez bien dit. » Devant le roi, Pinabel se présente. C'est un homme grand, fort, agile et vaillant. Celui qu'il frappe en force, son temps est épuisé. Il dit au roi, « C'est vous qui présidez. Commandez donc qu'il y ait moins de bruit. Je vois ici Thierry qui a rendu son verdict. Je le provoque en duel, car je m'inscris en faux contre lui. » Il lui remet en son poing son gant droit en peau de cerf. L'empereur lui dit, « J'en aurai de bons garants, et 30 par an se portent garants pour lui. » Le roi leur dit, « Je vous le remets sous caution. » Jusqu'au jugement, il les a fait garder à vue. Le duel judiciaire aura lieu juste après, et vous en savez qui en sera le vainqueur. C'est évidemment Thierry. Puis Charles convoque ses comtes et ses ducs. « Pour ceux que j'ai retenus, que me conseillez-vous » Ils avaient pris parti pour Ganelon au procès. Pour Pénabel, ils s'étaient portés caution. Les Francs répondent « On aura tort d'en laisser vivre un seul. » Le roi commande à Babrin, un de ses magistrats, « Va, pends-les tous à l'arbre au bois funeste. Par cette barbe dont les poils sont chenus, s'il en échappe un seul, tu es perdu et mort. » Il lui répond, « Que ferais-je de plus ?» Il les emmène de vive force avec 100 hommes d'armes. Ils étaient 30. Tous ont été pendus. Qui a trahi perd, et soi-même et autrui. Voilà la sentence, à la fois pour Ganelon, pour sa famille qui s'était portée garant du duel judiciaire mené par Pinabel. Ce qui est intéressant dans ce procès, il y a de multiples choses, mais ce que je constate en praticien, on va dire, c'est que tout d'abord, Charlemagne accuse, c'est donc le roi qui accuse. Il n'y a pas de procureur à proprement parler. Il n'y a pas de procureur, et c'est pour nous, je trouve, à notre époque, quelque chose d'intéressant. À l'époque contemporaine où les procès sont de plus en plus la chose de la victime, la chose, j'utilise ce terme avec beaucoup de recul, puisque nous devrions dire en bon juriste, du plaignant. Vous voyez, le retour du plaignant sous l'appellation de victime rend toujours plus prégnante à notre époque la question de la nécessité du procureur dans les affaires criminelles. Et bien entendu, cette question provoque des réactions outrées à la cour d'assises, lorsque j'ose poser la question, mais à quoi véritablement servez-vous, madame, monsieur l'avocat général ? Il est vrai que le procureur est une invention tardive. Au départ, l'essence du procès n'est-elle pas, comme on le voit dans la chanson de Roland, le fait qu'une personne se plaigne d'un dommage qu'il a subi et accuse, ou non d'ailleurs, mais accuse en général une autre personne. La procédure d'accusation initiale, c'est celle qui est décrite, je m'appuie là-dessus sur le magnifique livre de Beaumanoir, Comte de Beauvaisis, la coutume de Beauvaisis, du XIIIe siècle, mais parce que, faute de source, il faut parfois aller chercher un petit peu plus tardivement. Mais la procédure d'accusation initiale, c'est la procédure d'accusation de partie formée. Comment ça marche ? Il y a d'abord semonce, la personne qui s'estime lésée envoie une sorte de citation à l'égard de la personne qu'elle estime avoir été, je parle là de procédure criminelle, à l'égard de la personne qui en est responsable. Les deux personnes doivent se présenter à date
Si l'un des deux, en général, la personne accusée ne se présente pas, on réitère la citation. La citation est faite à 3 jours. On réitère la citation. Si elle ne se présente toujours pas, on réitère une 3e fois. Et si elle ne se présente pas la 3e fois, elle est considérée comme coupable et condamnée. Lorsque l'accusé décide de se défendre, lui, et donc il se présente, que nous avons donc une procédure qui se forme face au juge, les deux sont mis en prison fermée. Aussi bien l'accusation que celui qui se défend. Les deux. L'accusateur formule sa demande en s'offrant à prouver les faits. Vous reconnaissez ce que nous avons entendu? Il y a la formulation d'une demande face à Charlemagne, une accusation formelle à Ganelon d'avoir trahi, et parfois avec la formation de gages, effectivement, des personnes qui sont donc mises en otage. Mais dans la procédure d'accusation partie formelle, c'est généralement la personne qui accuse, simplement, ainsi qu'en face, donc, du coup, la personne accusée, qui, elle, doit répondre mot à mot en niant ce qui a été affirmé. Donc c'est très formel. Sinon, il est considéré comme, le terme d'ancien français, il est considéré comme atteint, c'est-à-dire qu'il est convaincu du fait. C'est une forme d'aveu de ne pas nier formellement. Je trouve que pour le praticien d'aujourd'hui, c'est intéressant aussi. Il est très important. J'ai eu des cas où je défendais des personnes que j'estime toujours d'ailleurs innocentes, qui ont été condamnées pour n'avoir pas su à l'audience, peut-être est-ce un aveu, c'est en tout cas comme ça que c'est souvent vu par les jurés et les juges, ne pas avoir su formellement dire qu'ils étaient innocents. Imaginez une affaire de mœurs. L'accusation, vous avez agressé ce monsieur ou cette dame, souvent cette dame, il faut bien le dire, je ne me souviens pas, j'étais ivre. Aujourd'hui encore, c'est comme être atteint. C'est très difficile d'obtenir un acquittement ou une relaxe dans une affaire pareille si la personne n'est pas capable de répondre mot à mot, de répondre mot à mot qu'il rejette formellement l'accusation. Si l'accusé, en revanche, vient à être absous, et ça c'est la différence par rapport à notre époque, c'est l'accusateur qui est condamné à la peine dont son adversaire aurait été frappé s'il avait été convaincu du fait. C'est-à-dire que si vous deviez prendre 30 ans de prison parce que vous avez été accusé d'un crime pour lequel vous encourez 30 ans de prison, eh bien, que vous êtes acquitté, c'est l'accusateur qui se retrouve pour 30 ans en détention. Évidemment, cette procédure est notée d'ailleurs dans Beaumanoir comme étant dangereuse pour les parties. Elle devient de plus en plus rare et elle est remplacée par d'abord la dénonciation. Quand je vous lis la Boutillier, qui est un autre juriste du XIVe siècle, quand aucun ne se veut pas faire partie, ne former contre aucun d'aucun crime, toutefois le vient-il dénoncer à la justice et offre à d'administrer ou à nommer témoin, c'est-à-dire qu'il dénonce le fait, il veut le prouver, mais il le dénonce simplement à la justice sans rentrer dans l'accusation de partie formée. Il ne bénéficiera pas donc de cette procédure de citation successive avec la possibilité que la personne soit convaincue du fait à défaut de comparution, mais au moins il ne va pas lui-même en mauvaise prison, comme on disait auparavant. Développement aussi du coup d'une autre formule qui est ce qu'on appelle la prise et qui deviendra ultérieurement l'enquête, qui peut être menée d'office. Mais, et je reviendrai, et c'est aussi un sujet que nous voyons dans la chanson de Roland, on ne pouvait alors pas condamner, et notamment condamner à mort, si l'accusé n'acceptait pas de rentrer dans cette procédure. Et donc vous voyez qu'il fallait donc que l'accusé acceptât d'être lui-même mis en enquête ou dans la prise. On va me dire, mais quel est l'intérêt du coup d'accepter? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'il y avait deux raisons. La première, c'est que l'accusé qui se voyait, en quelque sorte, acquitté à l'issue de cette procédure était définitivement blanchi. Et que le juge avait la possibilité, certes, il n'avait pas la possibilité de condamner à mort, mais il avait la possibilité tout de même de prendre un certain nombre de mesures, et notamment de bannir la personne qui refusait, par exemple, de participer à la prise, ou de le garder en prison jusqu'à ce que se présente un accusateur qui fasse l'accusation de partie formée. Donc évidemment, compte tenu de l'état des prisons et de la durée de vie moyenne en prison postérieurement, c'était intéressant de plutôt participer à l'enquête. Mais nous y verrons, nous y viendrons plus tard.
le développement de l'enquête, et surtout à partir de Saint-Louis, et notamment sa grande instruction de 1258, dont je parlerai plus tard. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant ici, il n'y a pas de procureur. Ce qui aussi est intéressant, c'est que Ganelon est traîné, vous vous souvenez de ce vers, l'empereur, devant lui, a fait attraire Ganelon. C'est-à-dire que Ganelon comparait. Et c'est quelque chose d'important procéduralement. On ne condamne pas Ganelon sans sa présence. Et c'est aujourd'hui encore, la présence de l'accusé reste nécessaire, en particulier en matière criminelle, puisque ce qu'on appelait auparavant donc la condamnation par contumace, maintenant qu'on utilise pas très joli mot de condamnation par défaut, est annulée lorsqu'on a pris la personne et on reprend le procès, comme si ce procès, en réalité, lorsque la personne est prise, on doit refaire, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous l'a imposé, refaire le procès. Donc la comparution reste encore aujourd'hui essentielle pour la procédure criminelle. Charlemagne demande l'application du droit au juge. Donc la présence du droit aussi est essentielle dans la chanson de Roland. « Car me juger le droit ?» demande-t-il. Donnez-moi le droit. Et là, on y viendra. Là, je parle exclusivement de la procédure. La procédure va à son terme et elle doit donner une décision. Vous l'avez entendu, les barons, ce n'est pas Charlemagne qui juge. Charlemagne ne fait que traîner Ganelon devant la justice. Ce sont les barons. Les barons acquittent Ganelon. On y viendra ensuite sur le fond. Mais procéduralement, quelle est alors la solution pour la partie qui est ainsi rejetée, déboutée? La partie ici, c'est Charlemagne. C'est l'appel. Et l'appel, quel est-il? Le gage de bataille. Le gage de bataille, c'est-à-dire le duel judiciaire, est une forme classique d'appel, et on retrouve, et c'est au XIIIe siècle, dans Beaumanoir, bien cité comme une possibilité d'appel. Lorsqu'on a un mauvais jugement, ou faux, lorsqu'il est faux et mauvais, on peut demander à avoir un duel judiciaire. Et donc, d'une certaine manière, Thierry, et c'est intéressant pour la discussion que nous avons sur la présence du procureur, Thierry, d'une certaine manière, représente Charlemagne. Il est donc procureur, puisqu'il représente le roi, l'empereur. Ce n'est qu'à partir de Saint-Louis, en 1258, dans la grande instruction criminelle de Saint-Louis, qu'on demande à ce que l'appel ne soit plus par le biais du gage de bataille, et encore, ce n'est exclusivement que pour la justice royale, mais je cite, rapportant les erreurs du plaide, ce que nous avons encore aujourd'hui, c'est-à-dire de rediscuter des arguments dans un sens et dans un autre. Enfin, plus exactement, nous sommes passés au fait que le jugement de première instance soit anéanti. Mais vous verrez ultérieurement que ce n'est pas parce que Saint-Louis l'affirme que c'est véritablement ce qui va se passer. Et le roi mettra un temps infini à pouvoir faire admettre la fin du gage de bataille, qui a été assez rapidement, mais particulièrement par la grande instruction de Saint-Louis, interdit, au moins dans les juridictions royales. Ça, c'est la procédure. Sur le fond, qu'est-ce qui est reproché à Ganelon? C'est intéressant parce que il va subir deux accusations. La première accusation, c'est celle dont tout le monde se souvient, c'est la trahison. Et la trahison, et c'est formellement demandé par Charlemagne. Je vous ai lu les laisses correspondantes. Il dit, il a trahi les 12 pères ad traïd pour avers. Il a trahi les 12 pères pour de l'argent, pour avers, c'est pour de l'avoir, pour des biens, pour de l'argent. Et donc, Charlemagne, formellement, vous m'interrompez bien entendu à tout moment. Non, on regarde bien. Charlemagne, formellement, et vous avez compris, c'est pour ça que j'ai fait sa longue introduction sur le formalisme de l'époque, formellement, Charlemagne ne peut pas accuser en l'air. Il accuse de trahison Ganelon. Or, je voudrais vous lire simplement ce que dit Beaumanoir sur les coutumes du Beauvaisis, donc à la fin du XIIIe, et dont je rappelle que cette chanson provient du XIe, XIIe siècle. Fin XIe. Cette trahison, c'est un crime formel qui est décrit par Beaumanoir. Il y a 4 types de crimes.
par opposition aux méfaits. Les méfaits qui seraient aujourd'hui effectivement la comparaison entre les affaires correctionnelles et les affaires criminelles. Les crimes, il n'y en a que 4. Le meurtre, l'homicide, la différence étant que le meurtre correspond peu ou prou à l'assassinat, et l'homicide correspond peu ou prou pour nous à ce qu'on appelle désormais les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou qu'on appelait avant les coups mortels. Hein, l'homicide, si est quand aucun tue autrui en chaude mêlée, si comme il advient que dans son nez et que de la tension vient laide parole et que de laide parole la mêlée par laquelle aucun reçoit mort. Donc, vous voyez, c'est vraiment la bagarre de personnes ivres en fin de soirée. Et femme esforciée. Vous voyez, le viol, ça vient de loin, hein, et c'était un crime. Femme esforcée, si quand aucun prend force charnelle compagnie, à femme contre la volonté de la femme. On retrouve ce qu'on vient d'introduire dans la loi, c'est-à-dire l'absence de consentement. C'est très ancien en réalité. On retourne, c'est pour ça le droit médiéval est très intéressant pour notre époque. Et le 4e crime, la trahison. Et trahison, si est-ce quand l'on n'en montre pas semblant de haine, et l'en hait mortellement, si que par la haine l'on tue ou fait tuer, ou bat ou fait battre, jusqu'à folure, celui qu'il hait par trahison. Nul meurtre n'est sans trahison, mais trahison peut bien être sans meurtre, en moult de cas. Donc vous comprenez, c'est la trahison, c'est qu'on ne le montre pas qu'on déteste quelqu'un, et que le détestant, on le fait battre jusqu'à folure. Donc il faut véritablement avoir notamment, on dirait, nous, une infirmité permanente, ou le tuer. Donc la question qui se pose, c'est Ganelon a-t-il trahi? Est-ce qu'il a trahi? Et s'il a trahi, qui? Parce que Charlemagne dit qu'il a trahi les 12 pairs. Alors, à l'égard de Roland, et Ganelon, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je n'ai pas trahi Roland. Je n'ai pas trahi Roland parce que je l'ai défié, et dans dans la vision de l'époque, le défi qui vient évidemment du fait qu'il est par opposition à la confiance, c'est-à-dire se mettre, c'est donc ne plus avoir la foi en cette personne. Il a véritablement défié Roland. Il avait des obligations à l'égard de Roland puisque c'était son beau-père, mais il a publiquement défié Roland, comme a été excellemment rappelé par le professeur Zinc auparavant. Et son vers exact, c'est « Venger m'ensuit, mais n'y a de trahison ». Oui, mais quelques vers avant, il dit je fus en Lost avec l'empereur, surveillé l'un par faille et par amour, j'étais l'amené avec l'empereur, je l'ai servi fidèlement et avec amour. Roland Cisnies me coyetant à Ur, si me jugea à mort et à dolour. Roland, son neveu, m'a pris en haine, il m'a condamné à mort et à la souffrance. Or, ça veut dire qu'il l'a désigné comme ambassadeur. Et Ganelon n'a pas tort, car Roland lui-même avait dit « c'est un piège que tend Marsile. Celui qui ira sera tué comme il a tué Bazan et Basile. » Et il dit ce sera Ganelon. Il m'envoyait à la mort. Et Ganelon a bien dit devant Charlemagne qu'il l'envoyait à la mort, qu'il fallait qu'il s'occupe ensuite de sa femme et de son fils, qu'il restera veuve, il restera orphelin. Il est parti dans ses dispositions et il continue en disant, j'ai été le message auprès de Marsile, par mon savoir 20 jours à garnison, par mon adresse, j'en revins sain et sauf. C'est parfaitement vrai. Marsile voulait le tuer, il a été assez habile pour revenir sain et sauf. Tout ce qu'il dit à ce moment-là est vrai. Et il est vrai aussi que dans l'esprit de Roland, en envoyant Ganelon en ambassade, il l'envoyait à la mort. Il l'avait dit qu'il ne fallait pas accepter les offres de Marsile parce que c'était condamné à mort l'ambassadeur. Il faut savoir ce qu'on veut. La défense
de Ganelon n'est pas, Elle n'est pas si faible que ça. Elle n'est pas du tout absurde, et d'autant que Voyez, se venge. Vous êtes spécialisé dans la défense, c'est pas, et là c'est moi qui suis obligé de m'y coller. Non, pas du tout, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis peut-être pas très clair, c'est ça le problème. Mais qu'effectivement... effectivement, la défense n'est pas absurde à l'égard de Roland, et d'autant plus qu'il utilise le terme de « je m'en suis vengé », et que je crois qu'il faut faire attention à ce terme « venger m'en suis, mais il n'y a de trahison ». Le terme de vengeance peut, par exemple, et je continue sur Beaumanoir, non pas que je sois obsédé par Beaumanoir, mais c'est intéressant, et c'est une référence commune sur le droit médiéval, vengeance est un terme qu'on utiliserait aujourd'hui pour dire, c'est plutôt l'inverse, qui correspond à notre terme actuel de peine. D'ailleurs, le terme de peine est beau. C'est-à-dire que la vengeance doit être prise pour chacun des méfaits. Donc, ici, on peut aussi interpréter ce terme de venger m'ensuit immédiate trahison, c'est j'ai donné la peine adéquate à l'égard du défi ou de ce que m'a fait en réalité Roland. Et donc... Oui, mais c'est aussi qu'on est dans un système féodal, on est obligé de se venger. Voilà. Et donc le sous-texte aussi de la défense de Ganelon, c'est qu'en réalité, c'est un désaccord entre personnes d'importance au sein de la cour de Charlemagne. C'est une guerre privée, qu'on a la feid, qu'on autorisait entre barons, entre seigneurs, sous réserve d'avoir un défi public. Et Ganelon dit, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a eu un défi public, et ensuite, je me suis vengé, en effet, donc j'ai eu une guerre privée. J'ai utilisé, certes, Marsile, mais c'était exclusivement à l'égard de Roland et de ceux qui étaient affidés, j'utilise le terme volontairement, affidés à Roland. Ça, c'est à l'égard de Roland. Donc, il est discutable que Ganelon, il est véritablement discutable que Ganelon ait eu, à l'égard de Roland, commis une trahison. À l'égard de Charlemagne, la défense de Ganelon se tient aussi, parce que ce n'est pas une trahison à l'égard de Charlemagne, puisqu'il n'a jamais prétendu aimer Roland, il l'a même défié publiquement. Je rappelle les termes de la trahison, si quand l'on ne monstre pas semblant de haine, et l'en hait mortellement. Donc il dit, mais à l'égard de Charlemagne, mais je me suis vengé, j'ai eu la feid avec Roland, je n'ai jamais prétendu être en bon terme avec Roland. Alors bien entendu, il est discutable, et nous y viendrons, la défense de Ganelon est aussi discutable est quand même discutable sur ce point, parce qu'il a menti à certaines reprises que vous avez énumérées tout à l'heure. Mais on peut se demander alors si ce n'est pas exactement ce que disent les barons lorsqu'ils reviennent avec leur décision d'acquittement. Ce n'est pas exactement un acquittement, à proprement parler. Ils ne disent pas « il est totalement innocent, il n'a rien fait ». Ils disent « bon, on ne va pas faire revenir Roland, et Ganelon est quand même un personnage considérable. Donc oublions tout ça. Il va maintenant bien, il va vous être affidé, il va bien vous servir, comme je l'ai lu tout à l'heure, et en quelque sorte, passons l'éponge. La décision, à proprement parler, des barons n'est pas tout à fait un acquittement, c'est ce qu'on appellerait, nous, une dispense de peine. Le principe de la culpabilité est tout de même reconnu du bout des lèvres, mais la peine qui lui est assignée est une peine qui est une absence de peine, une dispense de peine. Et là, nous passons à la deuxième étape, c'est que Charlemagne dit « mais vous m'avez trahi. Vous, baron, en me rendant cette décision, vous m'avez trahi. » Et donc il fait, classiquement, appel. On ne va pas, lui, rentrer dans un duel judiciaire, mais, chance, ou peut-être suscité par Charlemagne, se présente Thierry qui est pour moi le prototype du procureur, et qui dit, eh bien, au lieu de dire je ne suis pas d'accord avec cette décision, et donc j'affirme que Ganelon a trahi, et je défie quiconque de venir se battre contre moi, qui serait l'étape d'après normalement de l'appel, qui est donc l'affirmation d'un fait qu'une personne en face, en l'occurrence Pinabel, devrait mot pour mot contredire pour lancer le gage de bataille. Étonnamment, ou peut-être est-ce
intéressant d'un point de vue procédural, il change d'accusation. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il ne dit pas « si, Ganelon a trahi ». Il dit « peu importe finalement ce que Ganelon a fait, que Roland fit, peu importe ce que Roland a fait, c'était votre neveu, il vous était cher, plus exactement, de mémoire, et donc Ganelon vous a trahi en tuant Roland. Vous voyez le glissement. On passe d'une accusation de trahison à une accusation, en réalité, de lèse-majesté, de crime de lèse-majesté. Peu importe finalement ce qui s'est passé entre vous, vous ne pouviez pas tuer Roland parce que Roland vous avait donné, est votre neveu cher et votre baron. C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout l'état du droit de l'époque. Ce n'est pas l'état du droit de l'époque. L'état du droit de l'époque, c'est que la feide est autorisée entre seigneurs, et que donc, à partir du moment où il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas de, et que l'affaire, en quelque sorte, est restée privée, alors évidemment par personne interposée, parfois par armée interposée, mais le roi, l'empereur, n'a rien à dire. Ça ne relève pas de la juridiction de l'empereur. Et là, donc, on voit ce glissement, où on fait intervenir, finalement, le Ganelon a trahi l'empereur parce que il a, d'une certaine manière, il s'est battu avec quelqu'un qui était cher à l'empereur. C'est une comparaison un peu osée, bien sûr, mais qui nous est plus contemporaine et familière. C'est un peu ce qui s'est passé dans le courant de l'affaire Dreyfus. Au début, la question qui se pose, c'est de savoir si Dreyfus a trahi. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus trop la question pour un certain nombre d'anti-Dreyfusards. La question n'est plus de savoir si Dreyfus a trahi ou pas trahi. La question, c'est que son procès atteint la grandeur de l'armée. Et donc, finalement, peu importe ce qu'a fait Dreyfus, il doit être condamné parce que la grandeur de l'armée doit être préservée. D'une certaine manière, évidemment, la comparaison est osée. En l'occurrence, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas que Ganelon soit jugé parce que le prestige de Charlemagne est atteint par le fait que son neveu ait été ainsi condamné à mort par Est-ce que vous voulez... Oui, non, mais je ne suis pas juriste, mais le fait que Roland soit le neveu de Charlemagne, et d'ailleurs peut-être son fils, selon des traditions, le fils de l'inceste, le fait qu'il est considéré comme justifié à considérer qu'on lui porte atteinte en portant... Et on le trouve dans d'autres chansons de gestes où Charlemagne a un fils qui s'appelle Charlot. Et le héros de la chanson de geste, Ogier le Danois, un autre, tue Charlot, alors qu'il est dans son droit, Charlot s'est mal conduit avec lui. Mais tout de même, Charlemagne est en droit de se retourner contre le héros en question. C'est le héros, donc il sauve, ensuite, il y a une guerre, il se passe des tas de choses. Mais on considère tout de même que s'en prendre au fils de Charlemagne, même s'il a eu tort, quelque chose qui attire des ennuis, c'est normal. On dit souvent, et du coup, l'intérêt je trouve qu'il y a un intérêt proprement juridique à cette chanson. L'intérêt, il est, je ne veux pas dire classiquement, mais il est souvent argué que la chanson de Roland est une sorte d'instrument politique qui a été une manière alors, il faut que je fasse un arrière. Le problème, c'est que le problème qui s'est posé, peut-être, en tout cas une des hypothèses sur la raison pour laquelle on n'aurait pas parlé de cette bataille pendant un certain temps, c'est que à l'époque, toute bataille est une forme d'ordalie. C'est-à-dire que Dieu choisit son camp, d'une certaine manière. Donc si on se bat contre les Basques, qui sont chrétiens, jusqu'à plus ample informé, on a un Basque dans la salle qui est de mes amis, confrères. Si les Basques sont chrétiens et qu'ils gagnent contre l'empereur chrétien, qui a été choisi par Dieu? Et donc, est-ce qu'on n'a pas finalement introduit l'idée que ce n'étaient pas des Basques, mais bien des musulmans
et qu'en plus les musulmans n'ont pas finalement, parce que si les musulmans gagnent, alors qui Dieu a choisi? Donc par trahison, c'est beaucoup plus simple. Donc effectivement, ils ont gagné, mais ce n'est qu'une trahison, parce qu'évidemment, Dieu aurait sinon choisi, enfin Dieu a laissé faire plutôt que de choisir un vainqueur. Oui, et là, c'est quand même une extrapolation. Oui, non, bien sûr. On sait peu de choses. Personne n'a jamais dit qu'il y avait eu véritablement une défaite, qu'il y a eu un combat qui semble avoir été plus important qu'on ne le disait au départ. En principe, ce sont les Basques et les bagages. Mais ce qui s'est passé, c'est que si Éginard a raison, ont été tués dans cette bataille le sénéchal, c'est-à-dire quelqu'un qui cumulait les fonctions de chef d'état-major et de Premier ministre de Charlemagne, et le comte du Palais, qui était le commandant de sa garde personnelle. Est-ce que vraiment on s'est battu autour des fourgons à bagages? Ça laisse supposer que c'était autre chose. Une source arabe, mais tardive, dit avec précision que Charlemagne avait fait prisonnier l'émir de Saragosse, l'emmenait comme prisonnier à Aix-la-Chapelle, et que les fils de cet émir ont attaqué l'armée. Il ne dit pas qu'ils ont remporté une grande victoire sur eux-mêmes, mais qu'ils ont délivré leur père et qu'ils sont repartis avec. Il y a ça à l'ombre d'une vraisemblance, car si le Charlemagne était rentré avec un otage aussi important que l'émir de Saragosse, on en aurait entendu parler ensuite, et il aurait essayé d'en tirer quelque chose. Or, plus personne n'en parle ensuite. Donc, on ne sait pas trop. Et je ne crois pas que le renom quand même de la bataille ait été tel jusqu'à la chanson de Roland pour qu'on ait pu... et ce n'était pas assez nettement une défaite, même si c'était quelque chose d'ennuyeux, etc. C'était pas absolument glorieux, pour qu'on puisse faire intervenir tout de même mieux les Basques étaient chrétiens, pas les autres. Enfin, apparemment, je présente mes excuses aux Basques présents dans la salle, mais ces Basques étaient considérés comme des sauvages. On le voit dans le guide du pèlerin. On voit dans le guide du pèlerin de Saint-Jacques, on dit, bon, là, alors quand on traverse ce pays, attention, on mange mal, et puis alors, vous savez, ils sont vêtus de kilt, et puis ils se sauvent dans leur faux en retroussant leur kilt. Non, ils ne sont pas convenables du tout. Et mais je ne crois pas que cela soit... Mais de toute façon, c'était pour moi une incise. C'était pour dire que souvent, en tout cas, je note... enfin, tout à fait ce que vous dites. Je disais que c'était souvent dans les textes approchant l'aspect politique de cette chanson que j'avais pu lire, mais je trouvais que c'était intéressant aussi de voir tout ce débat sur la justice royale, ce qui relève de la justice royale, et la lente maturation à la fois de la création de l'institution du procureur, de celle du crime de lèse-majesté. Et je voulais montrer simplement à quel point, en fait, ce débat qu'on retrouve donc dans la chanson de Roland, en quelques mots, se poursuit, parce que, un peu moins, près de 150 ans plus tard, je vais parler juste d'une affaire, mais qui est une affaire qui a vraiment fait beaucoup couler d'encre, qui est l'affaire d'Enguerrand de Coucy de 1259. L'ordonnance royale de Saint-Louis en 1258 substitue l'enquête au duel judiciaire en cour royale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on l'appel, proprement, alors évidemment les termes sont... Là, je simplifie, mais l'appel ne se fait plus par le biais d'un gage de bataille, selon l'ordonnance royale, mais par le biais d'une discussion du coup, sur les arguments et en cour royale. L'affaire est simple, un jeune et puissant baron fait pendre sans juger, qui a haute justice quand même sur son territoire, fait pendre sans les juger 3 jeunes gens qui chassaient sur ses terres. Il y a des débats en fonction des sources sur la qualité de ces jeunes gens, est-ce qu'ils étaient de haute extraction ou pas, peu importe. L'abbé local de Saint-Nicolas-au-Bois et les familles des 3 jeunes gens en appellent au roi. Et le roi menace de pendaison le baron, donc Enguerrand de Coucy, l'enferme et décide de le juger avec la possibilité de la peine de mort. Vous voyez que par rapport à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est une augmentation considérable
des pouvoirs du roi qui ne correspond pas à l'état du droit de l'époque non plus. Parce que le roi n'a pas le droit de saisir, de mettre à mort si le comte, en l'occurrence le baron, ne consent pas. Ça n'a pas été. Justement, la famille de Coucy a cette particularité, alors que c'était l'une des plus grandes familles de France, mais jusqu'au XVe siècle, ils n'ont jamais eu de titre nobiliaire. Ils étaient sires de Coucy, mais ni barons, ni comtes, ni rien du tout. Les contemporains relevaient cette curiosité et ils en tiraient gloire. Je ferme parenthèse. Mais en tout cas, Enguerrand de Coucy fait une défense qui est procédurale et tout à fait pertinente pour l'époque. Il dit, mais moi je n'ai pas consenti à quoi que ce soit, je n'ai pas consenti à une apprise, je n'ai pas consenti à une enquête, et donc on ne peut pas tout simplement me mettre à mort. Le roi n'est pas compétent pour cette matière, et je demande, l'appel classique, je demande le gage de bataille, qui vient d'être interdit un an auparavant, en 1258, par Saint-Louis. Et les nobles, les aristocrates de l'époque, prennent parti pour Enguerrand de Coucy. L'affaire fait véritablement grand bruit, et Saint-Louis finira par, d'une certaine manière, abandonner, ou en tout cas c'est un semi-échec, puisqu'il ne le condamne pas à mort, il le condamne à une amende. Mais effectivement, vous voyez que déjà, que 150 ans plus tard, les choses ne sont pas du tout évidentes, comme elles sont décrites dans la chanson de Roland. C'est-à-dire que Saint-Louis invoquait le crime de lèse-majesté du fait que les familles en appellent à lui. Et les nobles du royaume refusaient cette compétence royale. Et ce n'est pas un exemple, je dirais, isolé, puisque 70 ans plus tard, en 1315, presque, en 1315, j'aurais plutôt 60 ans plus tard, en 1315, face à Louis X, les aristocrates rappellent, par une remontrance à l'égard du roi, que le consentement à l'enquête est nécessaire. Si bien qu'on peut se poser la question, c'est que ça montre que la recherche de l'affirmation du pouvoir royal sur un certain nombre de justices, dont on sait que ça a été aussi la manière dont le roi a pu, de manière générale, affirmer son autorité. Ça a commencé régulièrement par la question judiciaire, se poser 200, 300 ans plus tard. C'est bien que, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la chanson de Roland n'est pas une première étape, c'est pour ça que je parlais de politique, ou en tout cas de communication, c'est-à-dire du roi à l'égard du pouvoir qu'il prétend avoir et qui n'est pas du tout évidente. Lors du manuscrit, du coup au XIe siècle. Et si l'on se pose cette question, alors on peut se poser la question de savoir si c'est quelque chose qui n'est pas introduit au XIe siècle. Est-ce que cette question-là, judiciaire et procédurale, se posait au moment des faits, au 8e siècle, ou est-ce qu'elle est introduite dans le manuscrit? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, peut-être une réflexion à... Je ne sais pas comment fonctionnait le droit réellement à l'époque carolingienne, même, vous savez, moi je m'instruis, moi j'écoute, j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'en sais rien du tout. Ce qui est vraiment, c'est que donc, la chanson, sur des arguments linguistiques, on voit qu'elle semble la fin du XIe siècle, et puis par ce qu'elle raconte, le manuscrit est la fin du premier quart du XIIe siècle, probablement, les paléographes datent là-dessus, en tout cas la première moitié du XIIe siècle. Mais à l'époque, pendant longtemps, il y a toujours un décalage d'au moins plusieurs décennies entre la date de composition d'une œuvre et le plus ancien manuscrit, pour des raisons diverses. Bon. Mais moi je reviens à la seule chose que je connaisse, hein, et bon, qui est léger, qui n'est rien du tout à cause de nous, bon, c'est la littérature et la poésie, c'est que dans le cas de Ganelon, Ganelon est un personnage complexe, et c'est une situation complexe. Et lorsque vous avez lu longuement le procès, hein, et ça commence, on répète qu'il est beau. Devant le roi, Ganelon se tenait debout, il a le corps robuste, le teint coloré,
on aurait dit un vrai baron s'il avait été loyal. Et il regarde en face ceux de France qui seront ses juges. Donc, jusqu'au bout, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement méprisable dans Ganelon. Et j'extrapole un peu, bon, ça ne s'extrapole pas sur le droit, mais dans les versions ultérieures, parce qu'il y a ce manuscrit d'Oxford, et on a plusieurs autres manuscrits de versions relativement anciennes, au XIIe siècle, de la chanson de Roland, qui sont beaucoup plus longs, souvent 2 fois plus longs que le manuscrit d'Oxford, et beaucoup moins bien, qui étirent. Et Ganelon est de pire en pire dans chacun. Et c'est quelque chose de constant. Il est très difficile de peindre un personnage nuancé, un personnage qui n'est pas tout entièrement blanc ni noir. Et ça marche avec un grand poète ou un grand écrivain. Mais quand le même personnage revient chez des suiveurs, il bascule toujours. Et il bascule vers le mal. Et on le voit avec Ganelon. Ensuite, pendant tout le Moyen-Âge, chaque fois qu'il y a un traître, dans n'importe quelle circonstance, on dit « Ah, mais il appartenait au lignage de Ganelon. » Il était comme ça. Et on le voit dans d'autres cas que le sénéchal du roi Arthur. Les premiers romans chez Chrétien III, bon, il a mauvais caractère, il est moqueur, c'est pas le meilleur chevalier, mais enfin, il sert fidèlement le roi Arthur, c'est un bon chevalier, tout à fait honorable que. Dans des romans arthuriens plus tardifs, que trahit le roi Arthur et tue le fils du roi Arthur. Bon. Le roi Marc, dans les premiers romans de Tristan Iseult, c'est quand même la victime, le roi Marc. Et dans certains des premiers romans, Marc est malheureux, il aime Iseult lui aussi. Dans une version, il était resté un peu de filtre au fond de la bouteille, on lui donne à boire, de sorte que c'est terrible. Il aime d'une certaine façon Iseult de la même façon que Tristan l'aime. Il est malheureux, il est bruyant, mais il pardonne comme ça. Et dans des versions ultérieures, dans le long Tristan en prose de la fin du XIIIe siècle, c'est un personnage atroce, le roi Marc, cruel, vicieux, hypocrite, tout ce qu'on veut. Et c'est toujours dans le texte le plus ancien, quand c'est le plus génial, de cette façon, qu'on trouve des personnages qui sont des personnages complexes. Et pour moi, c'est là cet intérêt de Ganelon. Alors, je remarque un point sur la question religieuse, si on peut dire. Il est frappant que Pinabel et Thierry, tous les deux, avant de se battre, se confessent, reçoivent l'absolution et communient. Donc on s'assure que tous deux, que le vaincu, quel qu'il soit, lui ira en paradis. Alors que Charlemagne fait pendre tous les autres, on ne précise pas que les autres ont eu ce traitement de faveur. Et c'est intéressant parce que vous qui avez, à juste titre, été un admirateur de Claude Bougouvard, eh bien, elle a très bien montré que Cauchon, vis-à-vis de Jeanne d'Arc, ne lui permet pas de communier, mais lui permet de se confesser. Enfin, il prend ses précautions pour que le salut de Jeanne d'Arc ne soit pas totalement compromis. Parce que Cauchon sait qu'il juge sur de mauvaises raisons. C'est pour ça qu'il conduit Jeanne à être relapse. À un moment, elle craque. Ça lui permet de la condamner. Mais les Anglais voudraient qu'il la condamne comme sorcière. Parce que si elle est sorcière, ça explique qu'elle ait battu les Anglais, ce qui est humiliant pour les Anglais. Et Cauchon refuse absolument de la condamner comme sorcière. Non, c'est pas une sorcière, mais il arrive à la coincer pour la condamner comme relapse. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Claude Gauvard qui l'a découvert. Elle est très forte. Donc, c'est question de ce qui est autorisé au condamné si on le... il est condamné sans rémission, on ne lui permet pas de recevoir les sacrements, pas de recevoir de l'absolution, et alors c'est horrible. Mais dans notre cas, après tout,
c'est les risques du métier. Hein. Et voilà. Et dans ce cas, on fait une différence entre les deux champions parce qu'il y a ce gage de bataille qui est un jugement régulier, en quelque sorte. Donc, ils sont réguliers, ils sont à égalité devant Dieu. Et puis voilà, Dieu reconnaît le sien, mais il les récupère finalement tous les deux s'il veut. Enfin, on n'est pas le bon Dieu. Je crois qu'on s'achemine vers la conclusion. Voudrais-tu dire un mot en conclusion, monsieur le bâtonnier? Oui. Et effectivement, en tout cas, voilà, je crois que moi je retiens de ce que vous dites et que le personnage de Ganelon est un personnage ambigu et partant très intéressant. Très intéressant. La chanson de Roland est un joyau de la littérature française que je vous invite à aller relire je l'espère que cette modeste conférence, en tout cas surtout de mon côté, vous aura donné envie. Oui, voilà, c'est ça. J'appelle les protestations. Vous aura donné envie de le relire. C'est un livre absolument merveilleux, une langue extraordinaire, et c'est même utile pour les juristes. Que dire, pour conclure, après ces exposés remarquables, de spécialistes, de savants, parlant par moments une langue qui me trouble tant je me sens étranger à elle. Et finalement, ce qui est le plus remarquable dans votre exposé, messieurs, c'est cette recherche de la vérité à travers la légende, quelque chose d'historique ou non, mais quelle vérité, cette passion du juste, qui fait que on ne peut être indifférent jamais à ce que les hommes font des hommes quand ils les accablent de péchés, de méfaits, de crimes, alors qu'eux-mêmes sont prêts à commettre le pire, celui qui consiste à écraser celui qu'on croit coupable. Et finalement, c'est une leçon d'humilité, et je la reçois avec beaucoup de modestie et de reconnaissance. Merci.